La route 66, une légende américaine. 4000 km reliant Chicago au bord du lac Michigan à Los Angeles sur la côte californienne. Sur l'ancienne grande route de l'Amérique, l'imaginaire et la nostalgie ont toute leur place. L'emprunter, c'est aller à la rencontre de ses habitants. C'est faire un voyage au cœur de l'Amérique. La route 66 au Nouveau-Mexique. À 2500 km de Chicago, nous découvrons quelques-uns des plus beaux paysages de l'Ouest américain. Ces terres font majoritairement partie d'une réserve indienne. Nous sommes au pays des Indiens Pueblos. Acoma, la cité céleste, est la plus ancienne ville d'Amérique du Nord habitée en continu. À quelques kilomètres de là, le Route 66 Casino Hotel, ouvert récemment. C'est l'un des 400 établissements de jeux que comptent aujourd'hui les réserves indiennes. Depuis 1988, une loi fédérale américaine autorise les tribus autochtones à exploiter des casinos sur leur territoire, sans contrôle du gouvernement et avec le soutien d'investisseurs privés. De nos jours, les casinos indiens réalisent près de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie du jeu aux États-Unis, soit environ 30 milliards de dollars par an. À 45 km de là se trouve Laguna, capitale du peuple du même nom. Le casino appartient à ses 7000 habitants. Richard Loarkey est le gouverneur de cette tribu indienne. Notre peuple profite largement des casinos. Ça nous permet de financer notre approvisionnement en eau, notre police, nos services de secours, notre gouvernement. Nous avons créé plus de 1100 emplois dans les casinos. Nous avons développé des partenariats avec les universités. Il y a désormais des établissements où les membres de notre communauté peuvent se former et préparer un diplôme. Comme nous sommes à même de faire des projets à long terme, ça ouvre de nombreuses possibilités et ça permet aux gens de se former et d'obtenir les niveaux de qualification requis pour prendre en main des postes à responsabilité. Les Lagunas occupent ce territoire depuis toujours. Dans les années 20, le gouvernement américain y a fait construire la route 66. Mais les habitants n'ont jamais pu en profiter. Aujourd'hui, l'exploitation touristique de cette route légendaire pourrait bien changer la donne. Plus nous avançons vers l'ouest, plus la grande prairie est déserte et aride. Nous atteignons maintenant l'Arizona, le pays des canyons. La construction d'un réseau routier a permis de désenclaver cette région plutôt hostile pour l'homme. Quittons temporairement la route 66 pour gagner la ferme de Brent T. Baird.
Les Baird vivent depuis 70 ans sur leur domaine de 20 km². Les ancêtres de Brantley étaient des pionniers qui ont dû combattre les Indiens pour la terre. Aujourd'hui, les relations avec les premiers habitants de l'Amérique se sont bien pacifiées. Pour les tribus indiennes qui vivaient ici, ce canyon était l'un des rares accès à l'eau, le bien le plus précieux de cette région aride. Les archéologues affirment que ces dessins rupestres comptent parmi les plus beaux du monde. Ici, on voit une scène d'accouchement, une femme de la tribu Hopi. Et là, il y a un ours, ici un serpent, et là un groupe d'hommes. Pour moi, les plus beaux dessins du canyon sont là. Il s'agit d'une famille qui se tient par la main. C'est magnifique. Là, il y en a une autre. On ignore comment les artistes ont pu travailler à cette hauteur sur la roche patinée. Pour quelle raison ont-ils fait ça? C'est comme écrire des articles dans les journaux. On informe les gens de ce qu'on a fait et de ce qui s'est passé. Autant que je sache, il s'agit d'histoires racontées par les Indiens qui vivaient ici. Ces dessins sont très anciens. On pense qu'ils ont été réalisés entre 7500 et 6000 ans avant Jésus-Christ, soit il y a environ 9500 ans. C'est incroyable d'imaginer qu'à l'époque, déjà, ce canyon était habité par des hommes. C'est un lieu spirituel, un endroit idéal pour se couper du monde. En retournant à la ferme, nous croisons quelques-uns des buffles de Brantley. Celui-ci estime que ces terres leur appartiennent, comme au temps des Indiens, avant qu'ils soient pratiquement tous chassés par ses ancêtres. La route 66 a percé voici plus de 80 ans l'Ouest américain. Ces paysages s'appellent Red Rock Mountains et Painted Desert. Et de fait, il semblerait qu'on ait peint la roche. À la fin d'une chaude journée, les villes en bordure de la route 66, si désolées de jour, semblent s'éveiller. Darek Aomer a fait le voyage depuis la République tchèque pour réaliser le rêve de sa vie. Sillonner cet axe mythique au volant d'une Ford Mercury décapotable de 1959. Il l'a acheté 45 000 $ à Chicago et ne regrette nullement cette petite folie. Nous
Nous l'accompagnons jusqu'à Seligman, une petite ville de l'Arizona que beaucoup considèrent comme emblématique de la route 66. Darek a pris rendez-vous pour un véritable rituel, une institution sur la célèbre route. Une visite chez le barbier de Seligman, Angel Degadillo. Angel a 85 ans, l'âge de la route 66 au bord de laquelle il a passé toute sa vie. Il a fait son apprentissage ici, chez son père, il y a près de 65 ans. Les clients viennent des quatre coins du monde chez celui qu'il surnomme le sauveur de la route 66. Cette appellation lui colle à la peau depuis 1978, date d'inauguration de la nouvelle autoroute. Avant la construction de l'autoroute, Seligman était une ville très animée. Tout le trafic passait par ici. Mais une fois que l'autoroute a été ouverte, les commerces étaient morts. Peu de temps après, la gare ferme et Seligman est en passe de devenir une ville fantôme. Angel mobilise ses concitoyens et lance une campagne, si bien que le gouvernement finit par déclarer les vestiges de la 66 route nationale historique. Une nouvelle page vient de s'ouvrir. Nous autres citoyens, nous avons sauvé Seligman et la route 66. Ici, le rêve américain est toujours vivant. Mais je vous le dis, à vous et au monde entier, ça ne se fait pas tout seul. Il faut se bouger les fesses et prendre les choses en main. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Seligman vit d'une route officiellement déclassée, du mythe de la liberté sur le bitume, de la nostalgie des grosses voitures américaines, le tout décliné sous toutes les formes possibles dans les boutiques de souvenirs. Darek est encore à 1000 km de la Californie où sa Mercury doit embarquer pour l'Europe. Mais il y a un problème. La marche arrière ne fonctionne plus. Avec l'aide d'un ami, il tente de la réparer. Il faudra faire 100. Lilo Russell est originaire de Wiesbaden. Il y a 50 ans, elle a épousé un soldat américain et s'est installée avec son mari dans cette bourgade de l'Arizona. Elle a longtemps tenu le bureau de poste local et une fois à la retraite, elle a réalisé le rêve de sa vie en ouvrant le Westside Lilo's Café, au bord de la route 66. Ce sont les touristes qui font vivre la route 66. Certains clients du restaurant sont venus ici enfants avec leurs parents en 1954-1955. Et aujourd'hui, ils refont le même voyage. Son mari, Patrick, est retraité également et l'aide depuis qu'elle a décidé il y a 15 ans de monter sa petite entreprise. Brenda, la plus jeune de leurs filles, est chef cuisinière. On trouve ici tous les plats qu'on attend aux abords d'une grande route américaine. Mais Lilo ne s'arrête pas là. Ainsi, au menu d'aujourd'hui, il y a également de la saucisse grillée avec choucroute et purée de pommes de terre. Beaucoup d'Américains qui ont stationné en Europe, et en Allemagne notamment, apprécient de manger à nouveau de la purée de pommes de terre.
du chou rouge ou encore un bon rôti de chevreuil. Je prépare tout moi-même. Tous les gâteaux que vous voyez dans le frigo, je les ai faits moi-même. Toutes mes recettes, je les ai rapportées de Wiesbaden. Ma grand-mère était cuisinière, ma mère était un cordon bleu, et donc ça m'a toujours passionnée. Je ne deviendrai jamais riche, mais ça me plaît. Ces petites entreprises familiales font d'un voyage sur la route 66 une véritable rencontre avec le pays, ses habitants et leurs histoires. Juste après Seligman, on découvre la principale attraction de l'Arizona, le Grand Canyon. Cette gorge du Colorado fait 450 km de long. Les Indiens Hualapai revendiquent la partie occidentale du canyon, celle qui longe la route 66. Contrôler le Colorado, c'est contrôler son exploitation économique, affirme Erlin Avatoni, qui milite avec acharnement depuis de nombreuses années pour les intérêts de son peuple. Nulle part la force du fleuve ne se montre aussi impressionnante que sur le territoire de sa tribu. Le Colorado a creusé le plateau rocheux sur une profondeur de près de 2000 mètres, mettant à jour 2 milliards d'années d'histoire terrestre. Les ancêtres d'Erlin vivaient ici bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Un tiers de son peuple a péri au terme de 4 ans de conflit avec les colons. Mais ces derniers ne sont pas parvenus à chasser les Hualapai. Le fleuve est l'épine dorsale de notre peuple. Pour nous, il est fort. Il agit comme un remède puissant. Les gens viennent sur ses rives pour guérir, parce qu'ici, ils sont loin de tout. Ils peuvent purifier leur âme et trouver la paix. On croit en l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est l'effet que le fleuve produit sur nous. Je viens ici pour prier, pour méditer, ou parce que j'ai une décision importante à prendre. Je demande conseil à Dieu. C'est d'ailleurs ici qu'elle a trouvé la force pour prendre une des plus grandes décisions de sa vie. Quand j'avais une vingtaine d'années, mon père m'a dit « Ma fille, tu dois faire quelque chose de ta vie. » Et le destin a frappé à ma porte. Mais je savais que ça m'emmènerait très loin, là où je n'avais encore jamais mis les pieds. Donc je suis allée au bord du fleuve et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me guider, de m'indiquer la direction à prendre. C'est ainsi qu'elle a poursuivi ses études à New York et devint la première stagiaire indienne à la Maison-Blanche. Bien des années plus tard, elle revint dans le Grand Canyon et créa avec son peuple une entreprise qui propose des excursions sur le Colorado.
l'accès à l'un des sanctuaires des Hualapai, un lieu niché dans une vallée latérale du Grand Canyon, est interdit aux étrangers. Selon la tradition Hualapai, notre histoire a commencé ici. À l'origine, toutes les tribus vivaient dans le canyon. Puis un jour, des enfants se sont disputés. Ils se sont jetés des pierres et les parents s'en sont mêlés. Alors le chef a dit, « Puisque vous ne pouvez plus vivre en paix, les uns iront vers l'ouest et les autres vers l'est, et vous y resterez. » Donc c'est d'ici que nous venons. C'est ici que notre histoire a commencé. Après le Grand Canyon, la route devient déserte. Il n'y a plus que quelques lieux-dits ici ou là. Les anciens motels tombent en ruine depuis la construction de l'autoroute moderne située plus au sud. Dans l'ouest de l'Arizona, la route 66 serpente dans la montagne. Aujourd'hui encore, ce tronçon est synonyme d'aventure. Il est surnommé The Gold Mine Road, car les mines d'or s'y succédaient au siècle dernier. Dans ce passé, il ne reste que des débris rouillés, des galeries, des machines à vapeur et des centrifugeuses. Autant de signes de la ruée vers l'or qui a attiré les aventuriers du monde entier, jusqu'à ce que le filon soit épuisé. Le calme est alors revenu sur ces montagnes. Rod Earing cherche de l'or. Il est chasseur de métier dans le Wyoming, tout au nord du pays, là où l'hiver est froid et la saison de chasse courte. Comme tant d'autres, il a succombé à l'appel de l'or. Son prix a en effet été multiplié par 6 depuis l'an 2000. Rod ne compte rester ici que de novembre à juin, tant que la température est supportable. Sa première saison se termine bientôt et il a appris à repérer les endroits où l'or est susceptible de se cacher. Je peux vous dire qu'il y a de l'or par ici. Al Adams a acheté une concession pour prospecter sur ces terres qui ne lui appartiennent pas. Aujourd'hui, il fait travailler les autres. Ces 15 dernières années, les gens sont venus par centaines de tout le pays pour trouver de l'or. Les recherches sont particulièrement actives. Ce terrain a été exploité jusqu'en 1936. Maintenant, on est en 2012 et on s'est remis à prospecter, parce que l'or vaut beaucoup plus cher que dans les années 30. Pour prospecter sur ce terrain, il faut louer tout le matériel à Al, comme cette trieuse. Ainsi, le vieil homme y trouve toujours son compte, que les chercheurs aient la main heureuse ou pas. Al a appris le métier dès l'âge de 7 ans, grâce à son père et à son grand-père. Aujourd'hui, fort de son expérience, il peut venir en aide aux débutants. Je ne vois pas de gros morceaux. Vous voyez la paillette au bout de mon doigt?
J'ai toujours eu envie de faire ça. On peut travailler beaucoup ou pas, c'est comme on veut. La plupart des gens ne veulent pas se donner de mal. Ils espèrent trouver de l'or comme ça. Et s'ils n'en trouvent pas, ils abandonnent. C'est un travail dur. Il faut s'accrocher. Et même quand on en trouve, il faut persévérer. Contrairement à ce que les gens croient, l'or, ça ne se trouve pas tout seul. On saura bientôt si les efforts de ces dernières heures ont été utiles. Il faut de l'expérience, bien sûr, mais au final, c'est souvent la chance qui décide si les mois passés seuls ici ont été payants. Aujourd'hui, Rob a de la chance, mais il profite aussi de l'œil averti de Hal. Cette pépite d'or vaut environ 35 $. Quand j'ai trouvé ma première pépite, j'étais tout excité. Elle était toute petite. Et ce qu'on veut, nous, ce sont des grosses pépites, pas plein de petites. Là où je suis, justement, il y en a des grosses. Enfin, c'est une question de quantité. Plus on cherche, plus on trouve. Hal sait que ce sable peut encore contenir de l'or. Aussi le lave-t-il une nouvelle fois dans sa bâtée. C'est aussi l'occasion de montrer qu'à plus de 70 ans, il n'a pas perdu la main. C'est mon grand-père qui m'a appris le métier, il y a 60 ans. Moi, je travaille à l'ancienne. Malgré la routine, le scintillement d'une paillette dans la bâtée procure toujours la même joie. C'est là depuis des millions d'années. Et vous êtes le premier à mettre la main dessus. C'est fascinant. Aujourd'hui, faire fortune en cherchant de l'or, c'est comme gagner à la loterie. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Dans quelques semaines, Rod démontera sa tente et retournera chasser dans les forêts du Nord. À la tombée des premières neiges, il reviendra. Depuis Chicago, nous avons parcouru 3300 km sur la route 66. Nous arrivons en Californie, le dernier des 7 États que celle-ci traverse. Seuls des trains de marchandises nous accompagnent sous le soleil de plomb du désert de Mojave. À Essex, nous faisons une rencontre. Un homme qui semble bien seul au beau milieu de ces grandes étendues. Là-bas, on avait une station-service à côté de l'ancien magasin et de la poste, avec des pompes à l'ancienne. Elles étaient en verre et avaient une contenance de 35 litres. Fallait pomper comme ça. J'ai vendu de l'essence dès 6, 7, 8, 9 ans. Les gens passaient par ici pour aller à Bakersfield et ils nous demandaient « Il y a combien d'ici jusqu'à Bakersfield ?» Ils parlaient comme ça dans le coin. John R. Bentley a vécu ses 72 ans ici. En 1961, il a ouvert sa nouvelle station-service et son garage au bord de la route 66. Puis est arrivé le jour où la nouvelle autoroute a été inaugurée à 3 km de chez lui. C'était le vendredi saint de 1972, je me souviens. C'était en mars. J'ai pensé que j'allais devoir partir, mais je me suis accroché. Je n'ai fermé que la station-service et le garage. De temps à autre, son fils John lui rend visite. Ensemble, ils vont dans le désert pour profiter du silence. Ici, le calme n'est troublé que par les 150 trains qui passent quotidiennement.
À chaque passage à niveau, les cheminots doivent klaxonner. Sinon, ils sont renvoyés. C'est comme ça à chaque fois qu'un train passe. Faut faire avec. On s'habitue. Essex doit compter 10 habitants. Même John ne connaît pas le chiffre exact. De là à souffrir de la solitude. Maintenant, il y a des gens comme vous qui passent ici tous les jours. Ils veulent acheter de l'essence alors qu'on n'en vend pas. Faire réparer un pneu, obtenir des informations. Donc on n'est pas seul ici, et pourtant des fois on aimerait bien l'être. Après Essex, 100 km de route sans une seule habitation. L'été, il fait généralement plus de 40 degrés. Après plusieurs heures de trajet, le Roy's Café est une véritable oasis. On pourrait croire que le Mojave n'est pas habité par l'homme. C'est pourtant bien ici que travaille le capitaine Nick Menweiler. Nous sommes à 29 Palms, le plus grand camp d'entraînement des Marines. Un terrain grand comme l'île de la Réunion. Jusqu'à 50 000 Marines participent chaque année pendant plusieurs semaines à un programme d'entraînement baptisé Mojave Viper. Tôt le matin, le thermomètre dépasse déjà les 30 degrés. Les Marines sont fiers de pouvoir intervenir sous n'importe quel climat et n'importe où. Ils doivent être prêts à se battre partout où ils sont envoyés. Donc c'est très bien de s'entraîner sur un terrain comme celui-ci, où il fait chaud, où les conditions sont dures avec le poids de l'armement. On n'y passerait pas des vacances avec sa famille. Mais c'est justement dans ce genre d'endroit que les Marines interviennent. Que ce soit au Japon, en Corée, au Vietnam ou lors des 2 guerres du Golfe, cette unité a toujours combattu en première ligne, ce qui lui a valu de nombreuses décorations. Briefing du 1er bataillon du 7e régiment. Sur une hauteur, non loin de là, une autre unité prépare un avant-poste. Tout se déroule dans les conditions les plus réalistes possibles. Le corps des Marines est la force d'intervention de l'Amérique. Comme le Congrès nous le demande, on doit être prêt à combattre dès que l'Amérique en a besoin. C'est notre mission. Et on s'entraîne ici pour pouvoir intervenir partout où il faut. Elevation! 1360! Exercice du jour, prendre une colline et la sécuriser. La bataille dure des heures. Les tirs se font à balles réelles. Et pour finir, irruption dans le camp ennemi. Même si ici, personne ne riposte. En effet, les cibles en carton attendent patiemment d'être touchées. Pour la plupart de ces soldats, il en ira bientôt tout autrement. Chaque mission exige son tribut. Ainsi, 16 hommes de cette unité sont tombés en Irak.
Nous poursuivons notre voyage dans le désert. Voici enfin les premiers signes de civilisation. La route 66 se rapproche de la côte pacifique, ce petit coin de Californie où tout le monde rêve de devenir une star. La génération qui a vibré en regardant le film Easy Rider se retrouve au Barn, à Newberry Springs. Les rebelles d'hier sont devenus des hommes d'affaires, des avocats, des médecins, des agriculteurs. Pour beaucoup, c'est ici que s'achève une véritable aventure sur la route 66. Bienvenue en Californie, une Amérique bien différente de celle que nous avons découverte sur les 4000 km parcourus. Les jours comme celui-ci, le grand drame qui s'est joué sur cette route et qui participe encore aujourd'hui de son mythe, paraît bien loin. En effet, à la fin des années 30, de longs convois arrivent en Californie, poussés par la misère. La route 66 est alors le théâtre d'un exode sans précédent. La sécheresse et les tempêtes de sable ont anéanti toute perspective pour les fermiers du Middle West. Une catastrophe provoquée notamment par l'homme. Dans l'Oklahoma, l'agriculture intensive a transformé les pâturages en dust bowl, littéralement en boules de poussière. Les tempêtes de sable ont effectivement dévasté les exploitations agricoles, comme celle du père d'Earl Shelton. Il ne l'a pas vendu, il l'a perdu. Il ne pouvait plus payer ses dettes ni ses impôts. Plus rien ne poussait. La sécheresse a causé encore plus de dégâts que le vent. Toutes les terres de l'Oklahoma étaient recouvertes de poussière rouge. Earl perd sa mère à l'âge de 4 ans et comme tant d'autres, son père cherche une planche de salut pour sa famille de 4 enfants. Les avions ont distribué des tracts. Et sur l'un d'eux, mon père a vu qu'il y avait du travail en Californie, qu'on cherchait de la main-d'œuvre pour la cueillette d'oranges et les vendanges. Alors il s'est dit que ça devait être un véritable pays de cocagne. Durant cette période, au moins 1 million de personnes transitent par la route 66. C'est le plus grand mouvement de population de l'histoire américaine. Avec l'argent qui lui reste, le père de Earl s'achète un permis de conduire et une voiture. Mon père n'a pas emporté grand-chose parce qu'on n'avait rien. Juste des vêtements, quelques matelas, 1 ou 2 valises. On a mis les matelas sur le toit de la voiture et on est parti de l'Oklahoma le lendemain du Noël 1941. On roulait à 40 km/h. Mon père avait 2,20 $ en poche. Voilà comment on est arrivé ici. Dans son roman « Les raisins de la colère », l'écrivain John Steinbeck rend hommage au cortège de ces Hokies, nom donné aux réfugiés de l'Oklahoma, et baptise la route 66 « The Mother Road », la route mère. On a franchi les montagnes et on a aperçu la vallée. C'était le paradis. Il n'y avait plus de poussière. On pouvait voir les vignobles, les vergers, les champs de luzerne. Pour nous, c'était le paradis.
Après des mois de famine et de privation, Earl et sa famille arrivent à Wheat Patch, l'un des nombreux camps que le gouvernement américain a installés pour ces réfugiés. Earl et sa famille passeront 13 ans dans ces baraquements. Ils se maintiennent à flot en travaillant comme journaliers dans les champs de pommes de terre et étaient considérés comme des immigrés dans leur propre pays. À notre arrivée en 1941, les gens du coin ne voulaient pas qu'on aille dans les mêmes écoles que leurs enfants. Ils nous traitaient d'idiots d'Okies, de cutéreux. Ils ne voulaient pas qu'on fréquente leurs enfants. Mais j'ai survécu. J'ai trouvé une école et je m'en suis sorti. Ce qui a commencé par un long périple sur la route 66 se terminera bien pour Earl Shelton. Il deviendra ingénieur dans une usine d'huile, se mariera et ses 4 enfants trouveront tous leur bonheur sur cette terre d'adoption. Voilà longtemps que les derniers kilomètres de la route 66 sont recouverts de végétation. Peu avant Los Angeles, sa trace disparaît complètement, dans l'entrelacs de routes de la métropole californienne. Après avoir parcouru près de 4000 km, fait de belles rencontres et s'être plongé dans des histoires fortes, nous sommes arrivés au bout de la route 66, sur la jetée de Santa Monica, au bord de l'océan Pacifique. C'est ici que notre voyage se termine.